bonjour et bienvenue dans cette session de la Minute Écolo où nous abordons des questions sur le changement climatique. Ces phénomènes est l'une de grandes menaces auxquelles est confrontée notre planète. Ainsi, les jeunes sont de plus en plus conscients de cette urgence et sont mobilisés pour agir. Pour cette session, la thématique est la jeunesse et la lutte contre le changement climatique. Je ne suis pas seule, je suis avec deux merveilleux jeunes qui sont de militants de la protection de l'environnement avec qui nous allons parler de cette thématique. Bonjour Bertin, bonjour Jonathan. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, Bertin, j'aimerais qu'on sache c'est quoi réellement le changement climatique parce qu'on en parle vraiment en des termes clairs, précis. C'est quoi ce changement climatique et puis comment il affecte-t-il la vie de jeunes? Merci. Le changement climatique est défini avec des termes un peu plus complexes, mais parce que nous voulons faire passer le message que je voudrais m'efforcer d'expliquer simplement le changement climatique. Déjà sur le plan littéral, changement climatique sous-entend un climat qui devient ce qu'il n'était pas, d'abord. Mais avant de comprendre les changements climatiques, il faut d'abord comprendre les constituants du climat. On les appelle les paramètres du climat. C'est là où nous avons les précipitations, il y a les pluies, il y a les neiges, tout ça, ça fait partie du climat. C'est là où nous avons toute la circulation, le vent. Ailleurs, il y a les ouragans, il y a les alizés, il y a toute forme de circulation de vent. Ça fait partie du climat. Il y a la température. Il fait chaud de l'autre côté, d'un autre, il fait très froid. Ce sont des paramètres du climat. Et quand on parle du changement climatique, il s'agit du changement de ce paramètre lié au climat. Donc, par exemple, si ici nous sommes à Kinshasa, il pleut chaque matin, ça signifie que lorsqu'on parle du changement climatique, il faudrait qu'on voie des impacts de la pluie par rapport à l'heure qu'il pleuvait auparavant. Donc, au lieu qu'il pleuve le matin, il peut pleuvoir à midi. Mais ce n'est pas parce qu'on se réveille un bon matin qu'il pleut le matin ou à midi qu'il y a forcément un changement climatique. Le changement climatique, c'est une observation méthodique et scientifique qui se passe pendant de longues périodes et même de l'ordre des décennies. Donc, les scientifiques observent les données liées à tous ces paramètres que je viens de citer. Ils disent par exemple, dans les années 90, voici comment était l'ensoleillement, la température, le vent dans telle zone climatique. Et voici en 2000 ce que ça a donné. Ainsi, on peut conclure s'il y a eu changement climatique ou non. Et d'ailleurs, le terme le plus utilisé pour certains, c'est la perturbation du climat. Donc, c'est ça ce qu'on peut parler de changement climatique. Actuellement, on parle de réchauffement climatique. Donc, c'est un changement qui tend vers la hausse des températures et de la chaleur. Et nous pouvons dire qu'à Kinshasa, nous le vivons parce qu'actuellement, les chaleurs sont vraiment intenses. Comment les jeunes sont affectés par les changements climatiques? C'est sur diverses façons. Je peux même le dire, la façon dont les jeunes sont affectés par les changements climatiques ne diffère pas vraiment de comment la population entière est affectée parce que cette population-là, s'il faut parler du niveau mondial, il paraîtrait que la jeunesse a une contribution de 16%. C'est cette jeunesse de entre quelques années et 24 ans. Mais sur le plan congolais, par exemple, la jeunesse représente 60% de la population. Et donc, ça veut dire que ici, je réponds sur l'influence du changement climatique sur la population en général, sans pour autant laisser de côté les concepts jeunes. La première influence du changement climatique, elle est d'abord sociale. La deuxième, elle est économique. La troisième, elle est environnementale. Sur le plan social, je ressors quelques sous-éléments. Il y a le plan émotionnel. Émotionnel. Oui. Ok. Tout le monde est né dans des périodes où tout est normal, jusqu'au point où quand Dieu l'a né, il y a de l'autre côté les calottes de glace qui s'effondrent et il y a augmentation du niveau de mer. C'est frustrant quand même. C'est frustrant. Un siècle où tu te lèves un bon matin, il fait extrêmement chaud, comme en Europe par exemple. Il y a des canicules extrêmes. Tu es né dans une période où les lacs se sèchent. Je parle du Tchad. C'est quand même frustrant, émotionnellement, ça nous affecte. Et ça affecte ces jeunes qui, normalement, devaient être dans des conditions un peu plus aisées que ces genres de nouvelles. Tu es né dans des périodes où les phénomènes naturels, je parle des phénomènes météorologiques, c'est passé normalement, tu es né, tu viens, les El Niño, ça chauffe et on parle même de l'ébullition climatique. Tout ça, c'est une pression, pour moi, je pense, une pression sociale sur la jeunesse. Et c'est une influence aussi négative du changement climatique sur notre comportement. La deuxième dimension,
Et en dehors de ces aspects émotionnels, il y a aussi les migrations qui sont occasionnées par les changements climatiques. Il y en a par exemple du côté du Sahel, il y a des populations qui se déplacent d'une zone à une autre parce que simplement les changements climatiques ont frappé des zones. Et ces jeunes qui se déplacent, ils sont affectés socialement. Exactement, Bertin, on parle d'ailleurs actuellement de migrants climatiques. Voilà, donc on ne saura peut-être pas s'étaler sur tout. Alors je vais venir vers Jonathan, toujours pour enchérir ce que Bertin dit. Pourquoi il est important aux jeunes de s'engager dans cette démarche de la lutte contre le changement climatique? Merci beaucoup, Madame Julia. La question, la réponse de la question a été introduite par Bertin. Il a dit que nous vivons dans une génération, actuellement dans une génération qui est carrément différente des générations précédentes. Moi, j'observe cette différence tout de suite lorsqu'on parle peut-être de nombre d'habitants. Vous voyez, actuellement, il y a le nombre d'habitants qui est différent de nombre d'habitants qu'on comptait si on doit revenir par exemple 17 ans ou 20 ans en arrière. Ce qui veut dire qu'actuellement, les données nous étalent beaucoup plus des mondes actuellement que dans les mondes d'après. Donc c'est là, pour moi, revêt en importance pour les jeunes de s'engager pour les changements climatiques, dans le sens que actuellement les jeunes sont déjà vulnérables, beaucoup plus vulnérables au changement climatique, parce que lorsqu'on doit parler de vulnérabilité, il faudrait parler de vulnérabilité socio-économique. Et dans les vulnérabilités socio-économiques, on sait tout de suite dire que les jeunes ne retrouvent plus facilement de l'emploi à cause aujourd'hui, si on doit parler également des changements climatiques, on doit indexer la Covid-19, on doit indexer l'apparition de certaines maladies qui vont faire en sorte que les entreprises renversent leurs courbes de fonctionnement, élaguent certains agents, et donc c'est carrément difficile pour les jeunes de trouver de l'emploi. Mais il n'y a pas que cette vulnérabilité socio-économique, il y a également ce que moi j'appelle la capacité d'adaptation de la jeunesse. Donc la jeunesse se démontre aujourd'hui beaucoup plus capable de s'adapter au phénomène du changement climatique déjà par leur capacité à être enclin à l'innovation. Aujourd'hui, les jeunes se démontrent très innovants. Hier encore, mon frère Bertin m'a parlé, il m'a précisé que les bambous pouvaient contenir les CO2. Donc les bambous avaient une capacité de réduction des changements climatiques ou des ralentissements des changements climatiques. Ça, c'est de l'innovation. Donc, aujourd'hui, les jeunes nous présentent, en fait, la jeunesse est la solution, en fait. On ne peut pas dire que la jeunesse apporte... C'est comme un de ces pays solution. Voilà, la jeunesse c'est la solution elle-même. Voilà. Et donc, on ne peut pas regarder la solution comme ça. Donc, on doit manipuler cette solution, on doit s'en approprier et pour que ça devienne vraiment une solution. Exactement. Jonathan l'a dit, la jeunesse est la solution. Non seulement elle est vulnérable, ça on l'a dit, mais aussi elle innove. Elle a beaucoup d'idées d'innovation, toujours dans le cadre du changement climatique. Et on voit que ces changements sont en train d'impacter leur vie sur le plan social, économique et même environnemental. Alors si les jeunes sont aussi affectés, Bertin, par ces enjeux, quelle stratégie qu'on peut mettre en place pour qu'on s'implique davantage? C'est vrai qu'il y a déjà de jeunes dans les secteurs, mais ce n'est pas assez. Quelle stratégie mettre en place pour qu'on ait encore plus de jeunes dans cette démarche de la lutte contre le changement climatique? Beaucoup de stratégies, mais je les ai regroupées en deux. La première stratégie, elle est inclusive, c'est l'éducation. Et la deuxième, c'est la sensibilisation. Ce sont des concepts qui marchent presque de pair, mais qui ont une petite différence significative. L'éducation, pourquoi? Actuellement, quand on parle de jeunes, la majorité des jeunes, en tout cas pour les agglomérations urbaines, ils sont à l'école, ils sont à l'université, ils sont dans les centres de formation. Et si, sachant les impacts qu'ont ces changements climatiques sur notre style de vie, sur notre emploi, sur notre comportement social, sur notre quiétude, inclure les changements climatiques dans l'éducation serait très important pour justement accompagner ces jeunes à sortir déjà diplômés ou formés, mais en ayant des bases sur les changements climatiques. C'est un aspect très important. Je crois que c'est une stratégie très à encourager. J'ai entendu que notre pays était en train d'introduire les cours liés à l'éducation, à l'environnement dans l'éducation de base. C'est une action vraiment à encourager. La sensibilisation, il y a des outils.
comme vous le faites avec ETEC Environnement, c'est un outil très important pour communiquer avec ceux qui nous suivent comme jeunes. Il faudrait qu'ils comprennent c'est quoi les changements climatiques. On a commencé par la définition et les causes, peut-être on n'en a pas parlé autant, mais il faudrait qu'il y ait des sensibilisations dans les conférences, sur les réseaux sociaux, dans les médias comme on le fait, ou même la sensibilisation par l'action. Et cette sensibilisation doit être hiérarchisée. Il ne devrait pas y avoir des sensibilisateurs clés pour sensibiliser le changement climatique. Tout le monde devait se faire sensibilisateur, en commençant par le président de la République et toute la chaîne de la population, parce que ces impacts-là, ils touchent tout le monde sans exception. Tout le monde devait se faire sensibilisateur pour le changement climatique. Alors Jonathan, tu as un ajout par rapport aux stratégies qu'il faut mettre en place pour avoir plus de jeunes qui s'impliquent dans les questions du changement climatique. Et justement, les stratégies, il y en a un fleuve. Peut-être je vais ajouter ce que Bertin n'a pas pu mentionner. Il a parlé de l'éducation, c'est bien. Il a parlé de la sensibilisation, c'est bien. Mais après, s'il faudrait voir les contextes et les contours, on va se rendre compte que la sensibilisation, l'éducation, ça coûte quelque chose. Donc moi, je dirais qu'il faudrait aussi ajouter les dégagements des fonds, les financements des actions climatiques pour ces sensibilisateurs et les accompagnements pour ces formateurs. Parce qu'on a d'un côté les formateurs qui sont censés être des formateurs pour les gens à former. Bertin vient de le dire tout à l'heure, je pense que c'était comme ça, que chaque personne devrait se faire sensibilisateur à un certain niveau. Mais pour se faire sensibilisateur, il faut avoir des prérequis. Et les prérequis, ce sont des informations, c'est la connaissance. La connaissance, quand on est scientifique, la connaissance, c'est de l'argent. La connaissance coûte. Voilà, ça coûte. Donc, à un certain moment, il faudrait que nos dirigeants pensent aussi à disponibiliser les bourses de formation, les bourses de renforcement des niveaux pour ces jeunes qui sont sensibilisateurs, pour ces jeunes qui sont militants pour le climat. Parce que ce sont eux qui sont en interaction directe avec les gens qui sont censés recevoir de l'information. J'ai compris aussi un point, Bertin, à part l'éducation et la sensibilisation, Jonathan a insisté sur les financements de jeunes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à cet aspect? Parce que les jeunes se plaignent beaucoup. Alors sur cet aspect, je ne sais pas si tu peux revenir sur ça et les financements, c'est le carburant de l'éducation, c'est le carburant des actions. Même tout ce que nous parlons, pour qu'il y ait une émission comme ça, il a fallu qu'il y ait un financement à n'importe quelle échelle quelque part. Donc c'est très important, je ne peux pas remettre en cause cela. Nous avons besoin du financement, nous avons tous besoin d'un appui financier pour nous permettre de mener à bien nos Mais est-ce que missions. cela est disponible pour le jeune? Il y a des difficultés, il y a certains jeunes qui ont le financement, pour ne pas commencer à les citer, mais le financement il n'est pas très accessible à tous. Et c'est normal. Les financements, ce n'est pas non plus accessible à tous partout dans le monde. Donc, j'encourage les jeunes de se battre pour avoir ces financements-là si nous voulons vraiment lutter contre ces changements climatiques. Donc, on doit se le dire, les financements est un moteur d'action. On ne peut pas agir sans qu'il y ait des financements. C'est vrai qu'il y a des difficultés d'accès au financement actuellement, mais il y en a d'autres jeunes d'entre nous qui se distinguent et qui ont les financements pour poser d'action et nous les encourageons. Et pour ceux qui n'en ont pas encore eu, nous les encourageons aussi de pouvoir fournir d'efforts pour l'avoir. C'est très important. Nous allons revenir vers toi, Bertin, au cas de besoin pour les financements, parce qu'apparemment, tu en parles avec beaucoup de certitude. Alors, je veux rester sur Bertin pour demander, en fait, quelles sont les actions que le jeune mène déjà dans cette démarche toujours de la lutte contre le changement climatique, des actions visibles, bien sûr. Dans le monde, beaucoup d'actions sont menées. En RDC particulièrement, il y a aussi beaucoup d'actions qui sont menées dans le sens d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, dans le sens de la sensibilisation et de l'éducation, et aussi dans le sens des plaidoyers. Je vais citer quelques structures qui mènent des actions dans ces cadres-là. Par exemple, pour l'atténuation du changement climatique, je connais les clubs des étudiants en sciences de l'environnement, les CESEN, ASPEL, qui plantent les arbres chaque année. C'est un éveil de la conscience, au fait. Les étudiants de l'environnement sur l'étendue du territoire national se retrouvent et ils plantent des arbres. C'est un aspect très important à encourager. Ils sont aussi dans l'éducation sur l'environnement et dans la formation. C'est très important. En dehors de ces aides, il y a beaucoup d'autres structures que je n'ai pas peut-être maintenant dans la tête. Il y a dans la sensibilisation les Green Ideas. ETEC Environnement, vous le faites aussi beaucoup,
qui sensibilise en tout cas beaucoup sur les questions liées à l'environnement. Il y a aussi PENIP, notre structure, qui travaille dans ces mêmes secteurs. Dans les plaidoyers, je connais la jeunesse, la société civile environnementale qui est là-dedans, et aussi les MJPE, les mouvements de jeunes pour la protection de l'environnement, qui mènent d'ailleurs beaucoup de campagnes sur la promotion de la transition écologique et la lutte contre l'exploitation pétrolière, bien que nous avons des points de vue très spécifiques sur les sujets. Donc, il y a des jeunes vraiment qui sont dans ce secteur et qui mènent des actions à encourager. Dernièrement, à l'université de Kinshasa, un projet Miraille verte en bambou, qui est en pleine exécution d'ailleurs. C'est un projet très important de lutte contre les changements climatiques, mais qui fait aussi la promotion de la résilience et porté par les étudiants. Donc, il y a beaucoup d'actions dans ce sens. Alors, restons sur les actions. Nous allons prendre une correspondante qui nous parle depuis le Togo. Elle s'appelle Amama Najombe. C'est aussi un jeune très engagé dans les questions de l'environnement et du climat. Elle va nous dire les actions qui sont menées dans son pays, dans son secteur, et quels sont les résultats qu'ils ont obtenus jusque-là. Nous suivons Amama et nous revenons tout juste après. Je suis Amama Najombe du Togo et je suis activiste climatique. Il y a de nombreuses années maintenant que nous avons toujours entendu parler de problèmes fléaux liés au changement climatique. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une chimère, c'est une réalité que nous vivons, même si la plupart d'entre nous refusent encore d'accepter ou d'admettre la réalité. En effet, les problèmes liés au changement climatique sont tout simplement les conséquences de nos actions vis-à-vis de la nature. Et comme beaucoup d'autres jeunes dans le monde entier, la jeunesse togolaise a entrepris et entreprend toujours des actions, des initiatives, des projets pour tacler ces défis-là liés au changement climatique. Parmi ces initiatives, ces projets, ces défis, nous avons les programmes de sensibilisation. Nous misons beaucoup plus sur la sensibilisation parce que nous avons compris que l'information fait le pouvoir et le pouvoir, quand on l'a, on peut mener des actions en fonction, on peut agir en fait. Donc nous entretenons nos jeunes sœurs principalement ces derniers temps parce que nos jeunes sœurs et frères, c'est-à-dire nos cadets, sont maintenant la relève de demain et quand ils grandissent avec ces gestes écologiques, nous pensons que ça sera un atout non seulement pour notre pays mais pour tout le monde entier. Nous avons également compris que pour bien travailler ou pour bien tacler ce problème lié au changement climatique, nous devons travailler en communion avec le gouvernement, d'où les plaidoyers que nous menons auprès des dirigeants pour pouvoir avoir certaines facilités dans nos actions. Quand on parle de changement climatique, on ne peut pas finir sans parler de reboisement. Eh bien, nous menons beaucoup plus les actions de reboisement de masse, que ce soit au niveau des associations ou du niveau communal, en fait. Et pour finir, avant de finir d'ailleurs, nous avons également constaté ce besoin-là de toilettes dans des milieux reculés. Donc, nous respectons la nature et pour pouvoir pallier à ce problème, nous avons mis en place des toilettes écologiques, surtout dans ces milieux qui ont fait ou qui ont manifesté le besoin. Donc, pour finir, comme je le disais plus haut, nous avons également non seulement le gouvernement qui encourage l'entrepreneuriat vert, mais aussi la jeunesse qui est en train de s'impliquer, de s'imprégner davantage dans cette initiative ou dans cette nouveauté d'entrepreneuriat vert. Moi, par exemple, je travaille avec une organisation, une start-up au Togo qui s'appelle Ecolab, qui est basée dans la fabrication des engrais organiques, des engrais bio pour pouvoir pallier aux problèmes de sécurité alimentaire et tout ce qui va dans ce sens-là. Merci beaucoup. Ce sont là les actions qu'ils ont menées. Donc, on retient que la problématique du changement climatique n'est pas seulement en RDC, mais il touche les continents et même les mondes. Donc, les jeunes de tous les 4 coins du monde s'immobilisent pour régler ce problème, au moins pour atténuer, si cela est possible, par leurs propres fonds ou appuyés par leur gouvernement. Alors, je veux revenir vers Jonathan. Quels sont les obstacles que vous rencontrez en tant que jeune dans votre engagement dans la lutte contre le changement climatique? Bon, les obstacles, par rapport à nos engagements, je crois que vous venez de faire mention tout de suite que les actions qui vont dans le sens de réduire les effets du changement climatique ne se font pas seulement dans un seul lieu. C'est-à-dire que les actions sont éclatées
Mais moi, je voudrais parler des réalités d'ici, des réalités de la RDC. Déjà, en RDC, les gouvernements accompagnent, ou je dirais accompagnent difficilement, ou pas du tout, les jeunes dans la concrétisation des actions. Alors, on se pose des fois des questions. Est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes se portent garants de faire ces actions-là? C'est parce qu'eux-mêmes, ils se croient capables de faire ces actions-là sans compter sur les autres? Là, je ne saurais pas donner des réponses. Mais sinon, la grande difficulté reste cette difficulté d'acceptation des autres. C'est-à-dire, des fois, on se retrouve dans une position où vous voulez faire passer un message et vous brandissez noir sur blanc les problèmes que ces messages vont faire paraître. Mais voilà, après, les gens ne comprennent pas, les gens ne vous comprennent pas parce qu'ils estiment que vous appartenez à un camp, ils estiment que vous êtes soit, j'ai envie de dire, toxico-climat, soit vous êtes trop conservateur du climat. Et là, donc là, il faut trouver voilà, ça ne fluidifie pas les processus en fait. Le processus n'est pas fluidifié. Alors que dans d'autres pays comme en Italie, lorsque les jeunes descendent dans la rue pour parler changement climatique, on n'a pas besoin d'appartenir à un camp ou à un autre camp pour manifester, pour descendre dans la rue. Parce qu'après, les changements climatiques, c'est quoi? Si ce n'est la respiration de tout le monde. Voyez-vous? Donc, à un certain moment, il faudrait qu'on sente que la jeunesse a cessé de regarder d'autres paramètres avant de pouvoir s'engager sur les changements climatiques. C'est ce que nous demandons. Voilà. Bertin, est-ce que tu rencontres des obstacles dans cette lutte et quels sont ces obstacles justement? Les obstacles sont toujours là. Même pour avoir à manger, il y a toujours des obstacles. Comme mon frère Jonathan vient de le parler, l'accompagnement, vraiment, c'est un problème dans notre pays. Même si d'autre côté, il y a quand même ceux qui se font accompagner, il y a une minorité, bien sûr. On ne peut pas dire que le gouvernement n'accompagne. Mais le problème, c'est les jeunes qui ne font pas un bon lobbying, qui ne savent pas aller vers le financement, ou c'est le gouvernement ou les acteurs qui ne veulent pas peut-être octroyer ces financements. Je me demande, est-ce que la responsabilité est partagée ou elle pèse d'un côté? Mais la responsabilité est toujours partagée. Le problème est que quand on parle de financement, il y en a où au gouvernement? C'est ça le problème. Nous sommes d'abord un pays pauvre. Si d'autres priorités nationales, il n'y a pas de financement pour cela, vous pensez que c'est vraiment un fonds propre au climat que le pays devra disponibiliser pour accompagner les jeunes? Ça, c'est un aspect très important qu'en tant que militants, nous ne devons pas mettre de côté parce que nous parlons de climat. Mais il y a un point que je ne rencontre pas, mon frère Jonathan, c'est la comparaison du militantisme d'un pays autre que, par exemple, le pays africain. Et nous, ça ne peut pas se comparer. Pourquoi? Parce que s'il faut prendre les Italiens, les Français, les Européens, leur contribution au changement climatique et leur vulnérabilité à ces changements est différente de la contribution, par exemple, d'un pays comme le nôtre et même de notre vulnérabilité. Mais pourtant, ils sont plus engagés que nous. Justement, mais c'est ce que j'ai dit. Leur engagement, en tout cas, c'est parce qu'ils en ont les moyens. Parce que s'il faut comparer d'abord sur le plan économique, il y a vraiment un décalage. On ne peut pas se comparer à ces gens-là. Ils ont les moyens pour le faire parce que d'une part, ils se sentent aussi responsables de le faire. Ils ont des industries qui polluent à grande échelle. Ils ont participé au changement climatique. Et pour nous, on est là, en dehors du fait qu'on est vulnérable à ces changements, on est des victimes, on est sous-industrialisé. On n'a pas cette grande responsabilité-là. Donc du coup, nous ne pouvons pas vraiment nous comparer avec ces gens qui devraient en réalité, si vraiment il faut parler de l'équité, il faut parler de la justice climatique, ils devraient en réalité être le premier à brandir la main et même les financements aux jeunes Congolais que nous sommes pour que nous fassions valoir notre voix, d'autant plus que nous sommes les plus vulnérables à ces changements avec peu de responsabilité. Voilà ce que moi je pense. Justement, Madame Julia, Ajout, Jonathan, oui. Ce que moi je voulais faire comprendre à l'audience qui nous suit maintenant, c'est que dans ces pays-là que je viens de citer, l'Italie, les jeunes, parce que nous parlons de la jeunesse, les jeunes sont plus sensibles aux problèmes climatiques que chez nous, en RDC, par exemple.
Pourtant, ça devrait être l'inverse. Pourquoi ça devrait être l'inverse? Parce qu'ici, en RDC, nous sommes beaucoup plus vulnérables au changement climatique. Voyez-vous? Maintenant, puisque vous avez posé la question sur les problèmes qui freinent nos actions, les problèmes que nous rencontrons dans nos actions, alors j'ai fait mention de cela, comme pour dire que ces gens-là sont beaucoup plus sensibles aux problèmes du changement climatique que nous autres, qui, au lieu de montrer ou de démontrer l'engagement direct, nous passons par des jugements interpersonnels, nous passons par des jugements d'appartenance au clan. Voyez-vous, nous partons sur une base des jugements que non, celui-là, il est climato-sceptique. Donc, si il parle des changements climatiques, c'est parce qu'il y a la communauté internationale dégage des fonds parce qu'ils veulent appauvrir les pays. Non, ce n'est pas ça. Voilà, les opinions en fait, ne sont pas convergées, ne convergent pas vers un même objectif. Et on ne demande pas à ce que ça soit convergente, mais il faudrait quand même qu'on sente que voilà, les problèmes du changement climatique excluent en fait l'appartenance des clans, l'appartenance de tout ça. En fait, c'est juste ce que nous voulons. Parce qu'après, les changements climatiques, c'est quoi? Ce n'est pas... C'est une question patriotique. C'est une question mondiale d'ailleurs. Le militantisme, c'est une question patriotique. Alors, là, je voudrais aussi préciser que lorsqu'on fait le militantisme, c'est parce qu'on aime son pays. Ce n'est pas seulement parce qu'on est contre, mon frère Bertin. Le militantisme, c'est pour l'amour du pays, l'amour de l'humanité d'ailleurs. Parce qu'on milite pour ce qui est universel. Exactement. Voilà. Alors, pendant quelques temps, nous allons, encore une fois de plus, aller de l'autre côté de la mer. C'est au Sénégal. Nous allons avoir l'avis de Yero Sarr. C'est aussi un jeune très engagé dans les questions de l'environnement et du climat. Lui, il va nous dire quelles sont les principales menaces que le changement climatique pose à son pays. Parce qu'on l'a dit ici, ce n'est pas une question de la RDC, c'est mondial. Et en même temps, il va nous dire comment les jeunes peuvent-ils influencer les décideurs politiques. Nous écoutons Yero Sarr depuis le Sénégal. Pour répondre à la question des dangers liés au changement climatique qui planent sur la terre du Sénégal, il faut d'abord faire un positionnement géographique. C'est quand même important. Le Sénégal aujourd'hui est un pays c'est l'un des pays les plus australes du continent africain. C'est l'un des pays les plus australes du continent africain, avec une ouverture de plus de 700 km sur l'océan Atlantique, c'est-à-dire vous allez de l'ouest jusqu'au sud en passant par le nord. C'est d'énormes zones d'énormes zones côtières. Et on a constaté depuis ces dernières décennies, il y a une avancée considérable du niveau de la mer et surtout une augmentation du niveau de cette mer-là. Ça détruit des bâtisses, ça engloutit même des villages. Il y a énormément de villages dans le nord vers Saint-Louis où j'ai été récemment, j'ai vu des gens qui ont été obligés de quitter, des villages qui ont disparu. Et des gens qui ont été obligés de quitter leur lieu d'habitation initial et des bâtisses qui sont vraiment tombées du coup de l'avancée de la mer. Au-delà de ça aussi, ces phénomènes et ces dangers ont déjà des répercussions vu qu'aujourd'hui les rendements agricoles sont de plus en plus faibles. Les pluies, même s'il pleut, elles sont la plupart du temps un peu acides. Et parfois, il ne pleut pratiquement pas assez, parfois il pleut vraiment avec une quantité d'eau vraiment importante. Et je me rappelle, en 2021, on a enregistré, je crois, en l'espace de 3 jours, une quantité de pluviométrie équivalente à plus de 3 mois de pluie, ce qui a engendré d'énormes inondations au niveau même de la capitale et de certaines périphéries du Sénégal. C'est en gros un peu les dangers qui pèsent sur la tête du Sénégal. Voilà un peu la situation au niveau du Sénégal. Et en comment aujourd'hui le Sénégal est vraiment en danger dans ce problème de dérèglement climatique. Alors, selon Yero, nous devons être plus exigeants lorsqu'un candidat nous propose un programme. Et d'ailleurs, on est en train de migrer petit à petit vers les élections. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Je commence par Bertin. J'ai toujours eu un point de vue qui a été mal compris. Assez souvent. Les exigences des militants congolais devraient être adaptées aux réalités des Congolais. Pas adaptées aux réalités de comment les autres font leur militantisme ailleurs. Ça, nous ne serons pas justes et équitables. Donc, c'est vrai, il faut être exigeant. Pour moi,
Ça, c'est mon point de vue. La première vulnérabilité environnementale que le Congo a, c'est l'insalubrité. Ici à Kinshasa, ça a les premiers problèmes à régler parce que si notre ville est propre, même les inondations, je crois qu'il n'y en aura pas. C'est la première préoccupation. Je crois qu'en tant que jeune, ce sont les questions là autour desquelles on dit si les députés prennent ça en main, au moins il y a quelque chose qu'on peut voir de visible que l'environnement a été assaini. L'autre aspect, c'est la déforestation qui tourne autour. Nous avons une ville où toutes les plantes sont en train d'être décimées. Ce matin ici, il y a notre consoeur Bonita qui s'est plaignée que derrière soi, on est en train de couper même les petits îlots forestiers qu'il y avait. Les problèmes d'énergie, on n'a pas l'énergie pour la cuisson et du coup on recourt au makala. C'est un problème environnemental. Peut-être qu'on regarde les autres pour un idéal. On s'est dit, on peut atteindre ces niveaux-là. C'est un idéal, mais on ne doit pas être irréaliste. Avant qu'ils n'atteignent là-bas, ils ont passé combien de temps de développement industriel, de développement. Nous, on ne peut pas être derrière ces gens-là. Pour dire que comme eux, ils ont l'électrique, nous aussi l'électrique, ça ne marche jamais. Et donc, nos exigences vis-à-vis de nos politiques doivent être adaptées à nos réalités. C'est de cette manière-là que nous allons, au lieu de viser la vie d'un Américain, on voit d'abord qu'est-ce que le Congolais a besoin maintenant et on base notre militantisme sur base des besoins réels environnementaux des Congolais. Il y a notre frère Bona qui a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé ici. Il a dit, les populations locales ont des besoins aussi réels que ceux qu'on dit dans des conférences. Vous arrivez sur le terrain, une population à côté de là où il y a une grande forêt, les élèves n'ont pas de bancs. Mais dans des conférences ailleurs, on parle d'autre chose. Ce sont là les raisons sur lesquelles on doit être exigeant vis-à-vis de nos politiques. Je ne peux pas exiger à un politique aujourd'hui de m'amener l'électrique. Aujourd'hui ici. Parce que déjà, plus de 80% des voitures qu'on utilise ici, c'est la seconde main. On n'a aucune industrie ici. Et donc, l'électrique, oui, ce sont des occasions. Pour parler de l'électrique, pour moi, je suis dans la vision de la transition écologique. L'électrique, ce n'est pas maintenant que je peux parler de ça. Parce que la réalité, c'est autre que ça. Pour ne pas se voiler la face. On va être exigeant, selon Bertin, mais en tenant compte de nos réalités. Alors, Jonathan Hiro a parlé d'un autre aspect, c'est que les jeunes doivent s'engager en politique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et justement, les jeunes doivent s'engager en politique, c'est bien. C'est bien parce que la politique, c'est... on dit toujours que pour changer les choses, il faut être au cœur de ces choses-là. Là où ça se décide, en fait. Oui, justement. Mais seulement, qui est ces jeunes qui veulent aller en politique? Exactement. C'est ça la bonne question qu'il faudrait se poser. Ce n'est pas qu'on se réveille un bon matin, on s'est dit, bon voilà, moi j'ai passé toute mon enfance à ne rien faire et demain je vais être politicien. Non. Il faudrait avoir un profil conséquent, il faudrait avoir des compétences qui vont faire avancer les choses, comme notre ami Bertin vient de le dire tout de suite. Donc il faudrait qu'on sente quand même que vous êtes pour quelque chose, donc vous apportez un changement. On ne devient pas un politique pour qu'après vous commencez à donner les gens les t-shirts, les polos. Déjà bientôt que ça va commencer, il faut vraiment, il faut que ça soit banni. L'insalubrité, vous vivez dans l'insalubrité, excusez-moi, vous vivez dans l'insalubrité, il y a les immondices devant vous et vous ne faites rien. Et quand on le fait, pardon, quand on voit quelqu'un en train de balayer maintenant là, c'est que c'est un candidat député. Voilà, c'est vraiment des comportements. Donc, là, je voulais pincer en disant qu'on doit s'engager en politique, c'est bien. Mais il faudrait quand même qu'on ait quelque chose, un sentiment de redevabilité de ce qu'on part faire dans la politique. Ce n'est pas qu'on se réveille et puis on part faire la politique, Madame Julia. Voilà, c'était très intéressant ce que tu as dit, Jonathan. Mais nous sommes en train de lentement et sûrement chuter, tendre vers la fin de cet atelier qui était tellement riche, alors très riche. Je vais demander à Bertin, je vais commencer par Bertin. Tu vas regarder la caméra. Et ici, tu vas parler au nom de la jeunesse. Sur ces plateaux, tu vas faire ton plaidoyer. S'il y a un plaidoyer que tu dois faire au nom de la jeunesse à adresser à qui de droit, tu le fais là maintenant pour 1 minute et ce sera aussi ton mot de la fin. Ah, je n'ai pas beaucoup à dire. Les premiers, ce n'est pas un plaidoyer, c'est un conseil que je donne aux jeunes. Chers jeunes, le changement climatique est vrai. Les conséquences se font constater partout dans le monde et même dans notre pays, nous vivons le changement climatique. Pourtant, pour comprendre les mécanismes de ces changements climatiques, il faut vous cultiver. Il faudrait que vous ayez le temps de jeter un coup d'œil sur le bouquet, les articles liés au changement climatique, de comprendre la réalité tout autour. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que le sujet
devient maintenant politique. Il y a des pays puissants qui utilisent les concepts de changement climatique pour maintenir les autres dans la pauvreté et dans la médiocrité. Il y a des dominations autour de ces concepts et en tant que pays souverain, nous ne voulons pas. Personnellement, je ne voudrais pas qu'au travers du changement climatique, que notre pays soit maintenu dans la précarité, dans la pauvreté. Nous devons exploiter nos ressources naturelles. Je vous parle parce que vous êtes des futurs dirigeants. Nous devons couper notre forêt, bien sûr déforester, mais en ayant une politique bien spécifique, sachant qu'il y a les changements climatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos forêts pour maintenir les équilibres afin de promouvoir notre développement durable? Voilà ce que je pouvais vous donner comme conseil. L'autre aspect pour finir, c'est justement militer contre les changements climatiques, mais en ayant un esprit d'équité. Parce que les responsabilités sont partagées. Vous ne pouvez pas transposer la lutte contre les changements climatiques qu'on mène ailleurs, ici. Parce que sur le plan des responsabilités, ils ont d'autres les responsabilités. Nous aussi, nous avons le nôtre. Sur le plan de l'implication, ça devait être le cas. Donc, je suis contre ces militantismes qui superposent des choses pour dire que voici ce qu'on fait ailleurs, nous aussi on doit le faire exactement parce que les conditions socio-économiques et même environnementales sont très différentes. Soyez sages, mais militons ensemble pour lutter contre le changement climatique. Jonathan, à ton tour. Bon, moi j'ai un message et c'est un message qui va dans les sens de la jeunesse, c'est-à-dire qui cible les jeunes. Je demanderai aux jeunes, je parle des jeunes en général, pas seulement des jeunes qui se spécifient en environnement, qui ont fait des formations sur l'environnement. Je demanderai aux jeunes d'être vigilants. La vigilance sur tous les plans. La vigilance par rapport aux phénomènes politiques qui arrivent. La vigilance par rapport à nos besoins. La vigilance par rapport à nos souffrances. C'est tout ce que je demande à la jeunesse. Parce que je me dis après qu'une personne qui est vigilante ne va pas se laisser duper, par exemple. Une personne qui est vigilante ne sera pas là pour prendre tout ce qu'on lui fait avaler, mais il va choisir ce qui est bien et il va laisser ce qui n'est pas bien. Comme notre ami vient de le dire, des fois on se retrouve dans des situations, dans des conditions où on embrasse les choses, alors qu'on devrait faire les tris et surtout éviter de superposer les choses. Ça aussi, c'est une réalité. Alors, c'est sur ces mots que nos invités ont clos cet atelier qui a porté sur la jeunesse et la lutte contre le changement climatique. Ils ont montré qu'ils sont une force pour construire un monde meilleur. Ils sont une force pour un avenir alors durable. Je dis un grand merci à Bertin Bouya, Jonathan Baki, Amama depuis Togo et Yerosar depuis Sénégal. À vous qui nous suivez depuis le début, je vous dis aussi un grand merci. Continuez d'aimer, de partager et de commenter si c'est possible la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, toujours sur Focus Mag TV.